va aller se rafraîchir un petit peu. Nous sommes avec Jean-Louis Etienne. Bonjour Jean-Louis Etienne. Bonjour. Bonjour, ravi de vous recevoir. Bon, est-ce que j'ai besoin de vous présenter encore, franchement? Bon, un petit rappel quand même. Vous êtes médecin, vous avez fait de nombreuses expéditions en Arctique, en Antarctique. Vous avez été le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire. C'était en 1986, c'est ça? Oui, c'est ça, Ouais, oui. bon, alors, juste un petit. On va parler de Polarpod, hein, votre nouvelle aventure. Mais juste, vous savez que le thème de la fête de la science, c'est l'émotion de la découverte. Est-ce que 86, l'arrivée en solitaire au pôle Nord, c'est votre plus grande émotion ou est-ce qu'il y en a d'autres? J'imagine que vous en avez eu bien d'autres. Certainement, mais en fait, c'est vrai que l'arrivée au pôle Nord, après 63 jours de marche sur une banquise chaotique, surtout que je l'ai fait en 1986, hein, c'était avant le GPS, avant Iridium, donc pas de téléphone, pas de localisation par GPS. J'avais une balise Argos qui me disait quand même où je me trouvais, mais il me fallait une communication en radio pour savoir où j'étais. Ouais. Et surtout, l'arrivée au pôle Nord, si vous voulez, il n'y a rien au pôle Nord. Il n'y a rien parce que c'est couvert d'une banquise qui dérive en permanence. Hum. Et donc, vous mettez le drapeau quand vous arrivez. Il n'y a rien, donc. Et puis, quelques heures après, il n'y est plus parce que la banquise dérive. Donc, c'est par la navigation, à un moment donné, qu'on dit, ben ça, j'y suis. C'est rendez-vous au milieu de l'océan. Et donc, après 63 jours, c'était une énorme émotion, effectivement, que d'arriver au pôle Nord géographique. Bien sûr, j'imagine. Et alors, c'est vrai que les technologies ont bien changé depuis. D'ailleurs, on va le voir avec votre nouvelle expédition. Donc là, vous êtes en train de monter une expédition autour de l'Antarctique dans le courant circumpolaire qui s'appelle Polarpod. Ça fait un moment d'ailleurs qu'on en entend parler, mais là, apparemment, c'est bien parti. Alors, on va revenir dans le détail là-dessus. Polarpod, c'est d'abord aussi le nom du vaisseau, un drôle de vaisseau vertical. Mais dites-nous exactement, on va voir une carte où ce vaisseau va dériver. Alors, ce vaisseau va emprunter, ce que vous avez dit, effectivement, le courant circumpolaire antarctique. Donc, vous avez au centre le continent antarctique. Pour avoir une idée, c'est grand comme 28 fois la surface de la France. Et le courant circumpolaire est entraîné par les vents d'ouest, des vents qui sont forts, qui sont fréquentés par les marins du Vendée Globe tous les 4 ans. C'est les fameux 50e hurlants, donc ce sont vantés. Ouais. Et donc, pour rester dans cet océan tranquille, il faut échapper à la surface qui est la zone agitée. C'est la raison pour laquelle le Polarpod est un vaisseau vertical. Il y a 80 mètres sous l'eau, donc il est pris dans des eaux stables avec un lest de 150 tonnes au fond. On Mais va le voir. effectivement, oui, On va le voir, mais alors c'est vraiment c'est la zone des 50e hurlants, c'est ça, ça porte bien son nom. Donc oui, ça secoue. oui, ça secoue. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas avoir un On va vaisseau voir une vidéo. tout bateau. Julie évoquait tout à l'heure, effectivement, quand on est en bateau, on se fait secouer. Mais le Polarpod est extrêmement stable. Comme vous voyez sur l'image, Oui, l'eau nous passe à travers. C'est un treillis. Vous voyez, on n'est d'accord. pas impacté comme un bateau. Et dessous, il y a 80 mètres sous l'eau, sous la surface, il y a 80 mètres. Et on habite dans la partie haute, dans la nacelle qui est à une dizaine de mètres au-dessus de l'eau, quoi. Pourquoi vous avez choisi cette zone du monde? Si vous voulez, c'est un océan qui est très loin, qui est quand même difficile d'accès. Les missions se font essentiellement en période d'été, hein. Les Français font des missions depuis La Réunion jusqu'à Kerguelen avec le Marion Dufresne et d'autres navires, bien sûr. Mais toutes les publications sur cet océan se terminent par la même phrase, à la limite. On a besoin de mesurer in situ de longue durée. Ça veut dire qu'on a besoin de s'installer sur cet océan pour faire des mesures et surtout faire des mesures aux 4 saisons. Il n'est visité en général qu'en période d'été. Donc le Polarpod va rester aux 4 saisons et sous toutes les latitudes. Et nous avons fait des maquettes qu'on a essayées Ouais. au bassin des Carennes à Ifremer, à Brest, d'autres à l'école centrale de Nantes. Et donc ça a prouvé qu'il avait une extrême stabilité, beaucoup plus qu'un navire qui est posé à la surface, bien sûr. Eh bien, avant de parler de tout ce que vous allez faire comme recherche scientifique avec ce vaisseau, on va le voir justement. On va le voir et vous allez nous dire. Alors, d'abord, il est, on l'a dit, vertical,
Mais effectivement, il va falloir l'amener jusque sur place, hein. Oui, alors il n'est pas motorisé. Donc il sera amené sur place par un remorqueur. Et Ouais, quand on arrivera au point de départ, on ballaste, c'est-à-dire on remplit les réservoirs qui sont sous l'eau. ouais. Et il va passer à la verticale, qui est sa position de recherche. On le voit particulièrement bien arriver à l'horizontale et puis vous le basculez parce que c'est là, vous nous disiez, il y a un lest important, hein. Oui, le lest de 150 tonnes assure sa stabilité verticale. Il y a une Mhm. chose qui est importante quand on est va être sur cet océan, si vous voulez, qui est un océan de tempête, c'est de ne pas entrer en résonance avec la houle. Je m'explique là. Il ne faut pas pilonner. Mhm. Quand on dit pilonner, c'est faire ce mouvement-là. Mhm. Et donc, il ne faut pas entrer en résonance avec la houle. Sinon, quand on fait 1000 tonnes, vous ne savez pas où ça s'arrête. Donc, il y a une partie de l'étude qui a été centrée effectivement sur cette capacité à rester stable à la verticale. Et dans tous les états de mer qu'on a pu voir, il est stable. Il y a le Bureau Veritas, qui est une agence de certification, Mhm. nous a demandé de pouvoir affronter la vague cinquantennale. La vague cinquantennale, c'est la plus grosse vague dans une période de 50 ans. Je pense que si un marin l'a vu, il n'est pas revenu. D'accord. C'est une vague d'ordinateur, hein, Mhm. d'algorithmes, de statistiques. Donc elle fait 38 mètres de haut. Mhm. Elle passe toutes les 18 secondes pendant 3 heures. Donc on a simulé cette tempête-là avec un modèle qu'on a fait, on l'a essayé au bassin à vagues. Donc Ouais, si on a cette vague, la ouais, vague nous submerge, ouais. il se couche comme ça, mais c'est un vrai culbuto, il va remonter. D'accord. Enfin, il va falloir avoir le cœur bien accroché quand même. Il y aura combien de personnes à bord et qui? Avant cette grosse vague, on aura fermé tous les placards, c'est évident, on Oui, se sera j'imagine. accroché. Elle n'arrive pas d'un coup. Alors il y aura 3 marins, 3 officiers de marine marchande et 4 ingénieurs scientifiques. Vous voyez sur cette image la taille de la personne. Vous avez dessus un AUV, on en a parlé tout à l'heure, mais surtout regardez au bout. On voit au bout de l'aile, là on voit la taille d'une personne, ça vous donne une idée de l'échelle de l'engin. Donc 8 personnes habiteront dans la nacelle, dans des bonnes conditions de sécurité et de confort. Et ils vont se remplacer régulièrement? Oui, bien sûr, parce que on va faire 2 fois le tour du monde, c'est-à-dire deux circumnavigations autour de l'Antarctique. Et D'accord. donc, ça devrait durer 3 ans. Alors, personne ne va rester 3 ans. Mhm. Donc, on va avoir des relèves d'équipage avec un navire ravitailleur on va faire construire spécialement pour cette mission, une relève d'équipage qui aura lieu tous les 2 mois. D'accord. Tous les 2 mois. D'accord. Alors c'est un bateau qui est complètement autonome. Vous l'avez dit, il est parfaitement stable. Il est silencieux, c'est important quand même pour pas troubler les animaux marins. Et puis, bah oui, il est complètement autonome en énergie. Oui, il est silencieux parce qu'effectivement, on n'a pas de moteur de propulsion. Donc, la propulsion est assurée par le courant circumpolaire. L'électricité nous est donnée par 6 éoliennes parce qu'il y a beaucoup de vent dans le secteur. Donc, Mhm. c'est un navire qui est autonome en énergie et en même temps, vous l'avez souligné, il est silencieux. Alors, le fait d'être silencieux, c'est une opportunité pour faire un inventaire de la faune par acoustique. Uhum. On va faire de l'étude passive et par acoustique. On connaît la signature sonore de pratiquement toutes les espèces. Et Uhum. par écoute, on va dire tiens un orque, tiens un éléphant de mer, tiens une baleine bleue. Voilà, on va faire un inventaire de la faune aux 4 saisons tout autour de l'Antarctique. Ça nous amène aux recherches scientifiques auxquelles vous allez participer. Il y en a beaucoup, hein. On vient de parler de biodiversité, mieux connaître, parce qu'on ne connaît pas en fait la diversité des espèces. Vous allez peut-être même découvrir ce calamar géant, non? Alors c'est pire que ça, c'est le calmar colossal. Il Parce fait que, combien, lui? ben écoutez, on pense qu'il fait la même chose que le géant. Ouais. On connaît le calmar géant, on l'a même vu. Et le calmar colossal, ce sont des pêcheurs qui ont ramené des morceaux de tentacules de calmar et qui les ont analysés. Les scientifiques en ont fait un profil génétique. Et on se rend compte que ce n'est pas le même que le géant. Et donc, on Ah oui. l'a, on l'a donc nommé colossal. Il vit dans les abysses à 2000-2500 mètres de profondeur autour de l'Antarctique. Et donc, on espère pouvoir le filmer avec une fibre optique qui va descendre à 2500 mètres avec une LED qui simule le poisson lanterne, Ouais. une caméra, et on va essayer d'avoir l'image du calmar colossal.
Oh là, c'est un beau défi. On ne va pas rentrer dans le détail de toutes vos études, des recherches que vous allez faire là-bas, mais vous allez permettre de contribuer à mieux connaître les échanges entre l'atmosphère et l'eau. On sait, c'est tout le problème du CO2. Ça, c'est important. Oui, oui. Biodiversité, vous allez permettre aussi à des satellites de se recaler un peu. Vous allez faire un inventaire sonore. Enfin, c'est très riche. Oui, c'est très riche. Il y a un point que vous avez soulevé qui est important, ce sont les échanges entre l'atmosphère et l'océan. Cet océan austral est le principal puits de carbone océanique de la planète, parce que d'une part, les eaux sont agitées et embrassent beaucoup d'air, et ensuite, ce sont des eaux froides. Et le CO2 se dissout beaucoup plus dans les eaux froides que dans les eaux tempérées, ce qui fait qu'à lui seul, il absorberait la moitié du CO2 qu'absorbe l'ensemble des océans de la planète. Donc ça, c'est une mesure que nous allons faire et le PolarPod est totalement adapté pour ça puisqu'il est stable verticalement. Donc nous allons mesurer les échanges entre l'atmosphère et l'océan, notamment le CO2, avec une grande précision. D'accord. Il y a plusieurs organismes de recherche qui vous suivent là-dessus, notamment le CNRS, le CNES, IFREMER. Et il y a un point qui est important, c'est que vous voulez rendre toutes les informations, elles seront transmises aux scientifiques du monde entier. Oui, c'est ça l'idée. On est inscrit dans la décennie des Nations Unies pour les sciences de l'océan. Et donc, on s'engage à diffuser toutes les données le plus possible en temps réel. C'est un enjeu technologique, mais enfin aujourd'hui, on doit pouvoir diffuser toutes ces informations dans le monde entier. Et bien sûr, à partir de ces images, à partir de ces informations animées, comme le fait mes consoeurs, des projets pédagogiques, parce que quand on est sur le terrain, on gagne la force de parler des éléments. Absolument. Alors juste une dernière question sur votre agenda. Vous en êtes où? Vous partez quand? Alors, la construction est suivie par Ifremer, qui est le maître d'ouvrage. Donc, à l'heure actuelle, Ifremer a consulté, il y a un appel d'offres, puisque c'est un financement de l'État. Ifremer a consulté les chantiers déjà, donc il y a une analyse des chantiers qui ont répondu. Ça, c'est la partie investissement. Et la partie exploitation, c'est-à-dire l'expédition elle-même, c'est moi qui dois l'organiser. Et en principe, le départ dans le grand cyclone polaire devrait se faire à la fin de l'année 2023. Tout est calé pour partir fin 2023. Bon, bah c'est super, ça va arriver bientôt alors. Eh Oui, bien, oui, oui. merci beaucoup Jean-Louis Etienne d'avoir été avec nous, hein. Et puis bonne chance pour le déroulé, que tout se passe bien jusqu'à votre départ en 2023. Merci beaucoup.